Pour cette nouvelle interview, je suis retournée voir quelqu'un qui, comme moi, s'est intéressé à l'écologie après avoir commencé à vulgariser des contenus scientifiques sur YouTube. Sébastien Carasso. Auteur et réalisateur de la chaîne Le Sense of Wonder, Sébastien s'intéresse de plus en plus aux enjeux écologiques. Avec lui, j'ai voulu questionner le rôle de la vulgarisation et de ses différentes formes dans la sensibilisation à l'urgence environnementale. Et comment nous pouvons y contribuer. Je vous laisse découvrir notre discussion et me dire en commentaire qui vous voudriez voir dans la prochaine interview. Faire culpabiliser les individus, ça focalise l'attention médiatique sur les petits gestes du quotidien, et comme ça chacun se sent responsable, etc. Mais c'est pas les gens du quotidien qui vont faire qu'on ait un changement global de la situation. Il était beau ce clap. C'est le plus beau clap que j'ai jamais entendu. Sébastien, on te connaît principalement grâce à l'astronomie. Mais en 2019, tu as réalisé un documentaire sur ta chaîne YouTube qu'on peut visionner qui s'appelle Les mystères de l'expansion des tropiques. Voilà. Et dans ce documentaire, tu nous parles de réchauffement climatique. Pour comprendre pourquoi certaines zones du monde s'assèchent, il nous faut d'abord comprendre comment l'air circule à travers le globe. Et pour ça, il nous faut remonter plusieurs siècles en arrière, au temps des grandes découvertes. Ma première question, c'est pourquoi si tard dans ta carrière de vidéaste? Il y a déjà une question de légitimité. J'ai un background dans l'évolution des galaxies, pas dans l'évolution de la Terre. Donc avant de pouvoir aborder ces sujets avec suffisamment de confiance pour ne pas dire de bêtises, j'ai dû me former sur ces questions-là, tout simplement. Mais il y a aussi le fait que ce documentaire était une opportunité d'aller suivre un groupe dendrochronologues. Donc c'est des gens qui vont faire des trous dans des arbres pour en retirer des carottes et essayer de calibrer les modèles climatiques avec ces données sur les paléoclimats. Chaque cerne va être broyée en petits morceaux afin d'en extraire la cellulose chimiquement. Cette cellulose est ensuite analysée dans un spectromètre de masse. Et du coup, ça a été un déclic ou tu l'avais déjà eu avant? Ça fait très longtemps que je m'intéresse au sujet de l'écologie au sens large, ou des sciences du système Terre même, avant l'écologie. Donc oui, ça vient d'un intérêt de très longue date. Et du coup, est-ce que ton audience a suivi quand tu as posté ce documentaire? Est-ce que tu as continué à en faire? Alors j'ai continué à parler de sujets de planétologie et ça me permet de faire des ponts et de parler de la notion d'habitabilité. Qu'est-ce qui a fait que Vénus et Mars par exemple sont inhabitables aujourd'hui alors que la Terre est habitable pour le moment? Donc ça c'est le genre de questions que la planétologie comparée peut aborder de manière rigoureuse. Une planète habitable, c'est une planète dont l'environnement est propice au développement de la vie telle qu'on la connaît. Plus précisément, et pour des raisons qu'on va développer, c'est une planète qui possède de l'eau liquide à sa surface. La description de ton documentaire, vous souhaitez vous engager pour le climat et ou la protection de la biodiversité. La première étape, c'est de vous renseigner. C'est la seule description de ton documentaire. Absolument. Pour toi, c'est vraiment la première étape, c'est de s'informer. C'est super important et de s'informer bien parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation et l'information elle est jamais neutre en fait. Et au-delà des faits sur le réchauffement climatique et sur l'érosion de la biodiversité, il y a aussi une éducation aux médias à faire avant tout. Et donc il y a plein d'étapes en fait quand on veut vraiment s'intéresser et militer ou être activiste de manière efficace. C'est super important de se renseigner et de se renseigner bien parce que les différentes réponses qu'on peut apporter, elles vont dépendre des informations qu'on a eues auparavant. Et du coup, tu te considères comme activiste ou pas du tout? Je me considère comme proto-activiste, voilà. J'aimerais plus m'engager dans les années à venir. Mais je réfléchis pas mal depuis quelques années à sous quel format. Et du coup, là j'en suis à la phase où je me forme. Parce qu'il y a toujours cette question de légitimité là. Voilà, je peux parler d'astrophysique avec suffisamment de confiance maintenant, mais pour les questions qui sont dans le débat public à l'heure actuelle, je me sens moins légitime pour l'instant. Et moi je suis très prudent à essayer pas de rester le plus neutre possible, parce qu'on peut pas être neutre, la neutralité c'est une illusion, mais de pas prendre part trop facilement à certains mouvements qui sont déjà bien établis, ou certaines solutions qui sont déjà relativement établies, parce qu'il y a toujours une espèce de recul scientifique sur... Alors oui, on est sur un problème qui est complexe, qui fait intervenir trop de facteurs pour qu'une seule personne arrive à savoir lesquels sont pertinents tout seul.
Et ouais, ça me questionne, et parce que ça me questionne, je me bloque sur ma forme d'activisme, quoi. Donc je sais pas si je fais le travail le plus efficace possible en termes de changer les comportements de la culture pour rendre le changement plus possible, enfin plus facile. Toi, tu as choisi de prendre le temps de t'informer, mais tout le monde n'a pas le temps, et même de façon générale, est-ce qu'on n'est pas dans un moment d'urgence où finalement on n'a pas le temps de s'informer? Alors j'ai du mal avec la notion d'urgence. Alors oui, le climat change vite et il faut qu'on agisse maintenant. Ça c'est un fait, c'est indéniable. Maintenant, le changement climatique, il s'étale sur plein d'échelles de temps différentes et il est différencié selon les gens qui vont le subir. Et donc c'est important de réfléchir, d'avoir une réflexion sur le long terme, et aussi sur le temps très très immédiat, hein, mais aussi sur le long terme, sur comment est-ce qu'on va limiter les souffrances des prochaines générations. On ne peut pas couper ce genre de discussion parce que nos actions aujourd'hui auront des répercussions sur plusieurs siècles. Donc est-ce que, en faisant la vulgarisation scientifique, qu'on fait tous les deux, est-ce qu'on n'arrive pas avec trop d'informations? Est-ce qu'on ne se rend pas un peu culpabilisant vis-à-vis du public qu'on essaye de toucher? Je pense que les faits, ils sont là, c'est des faits. Il n'y a pas de charge émotionnelle associée intrinsèquement aux faits. Et c'est le fait de s'approprier ces faits et de leur faire dire des trucs sur notre vie publique qui va faire qu'on est culpabilisant ou non. Je veux dire, on peut dire, aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui va vers 2,7 degrés. C'est un fait. Voilà. Enfin, c'est une prédiction d'un modèle plus qu'un fait. Maintenant, de dire c'est à cause de vous, les gens, qui consomment trop et qui font plein de choses qu'il ne faut pas faire, je pense que c'est pas une bonne approche, que c'est une approche qui est extrêmement limitée et qui en fait va exactement dans le sens de ce que le climatologue Michael Mann appelle des inactivistes, qui sont ces lobbies qui sont soit climato-sceptiques, soit qui essaient de stopper toute forme d'action sur le climat aujourd'hui. Et en fait, dans le guidebook des inactivistes, il y a cette stratégie qui est de faire culpabiliser les individus. Parce que le faire culpabiliser les individus, ça focalise l'attention médiatique sur les petits gestes du quotidien, et comme ça chacun se sent responsable, etc. Mais c'est pas eux, c'est pas les gens du quotidien qui vont faire qu'on ait un changement global de la situation. Il y a plein d'échelles à prendre en compte qui sont en même temps. Il y a aussi l'échelle individuelle, et on pourra rien faire sans que les gens s'approprient de manière culturelle ces problématiques-là et l'intègrent dans leurs gestes du quotidien. Alors voilà, je ne suis pas contre les gestes du quotidien non plus, parce qu'il y a des normes qui arrivent derrière tout ça. Enfin, de se dire, voilà, j'éteins la lumière quand je quitte une pièce. Ça n'a quasi aucune influence sur le reste du climat, mais je garde à l'idée que c'est une problématique. C'est pas la solution la plus efficace que je pourrais avoir en tant qu'individu, mais si j'en parle suffisamment autour de moi, je crée un état d'esprit collectif qui va rendre les gens plus curieux sur ces questions-là. Alors, tu parlais d'éteindre la lumière, mais il y a quand même des exemples qui sont un peu plus parlants et qui impactent de plus en plus nos comportements, comme arrêter de prendre l'avion, manger végétarien. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est des comportements qu'il faut encourager, qu'il faut... Alors complètement, il y a une étude dans Nature qui est parue il y a quelques années qui listait les comportements les plus efficaces, les 4 comportements les plus efficaces pour pouvoir avoir le maximum d'impact sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors le premier item, il était un peu controversé, c'était faire un enfant de moins. Le deuxième, c'était d'arrêter de prendre l'avion ou de réduire les voyages en avion. Le troisième, c'était de manger végétarien. Puis il y en avait un quatrième que j'ai oublié, évidemment, parce que j'ai pas révisé. Mais voilà, donc ça fait partie des solutions à l'échelle individuelle qui sont les plus efficaces pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, de manière plus globale, ça permet de créer une culture et des changements de comportement dont on a besoin à l'échelle collective. On ne prend jamais nos décisions isolées dans nos bulles tout seul, mais on crée aussi des normes, et ça, c'est super important. Donc, de faire le lien entre l'individuel et le collectif, il y a clairement quelque chose à faire à ce niveau-là, au-delà du débat individuel versus collectif. Voilà.
Moi, par exemple, ça me pose question pas mal quand je lis des articles qui me disent que voilà, les solutions les plus efficaces, c'est d'arrêter de prendre l'avion, c'est de prendre moins la voiture, de manger végétarien. Et ben moi, ça impacte ma vie personnelle, hein, et j'en parle autour de moi, pas en shamant les gens, parce que c'est pas la manière la plus efficace de communiquer en général. J'aime pas. Déjà, j'aime pas être en conflit avec des gens. Ça fait de moi un piètre activiste. Hein. Il faut aimer le conflit des fois, mais moi j'aime pas le conflit. Mais ça me permet de mettre le sujet sur la table, hein, littéralement quand on parle de végétarisme. Mais c'est important d'en parler et de garder la conversation ouverte, parce qu'il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Par contre, il y a peut-être des gens qui entendent les conversations et qui n'ont pas encore pris leur décision. Et ces gens-là, ils vont s'intéresser à ce sujet alors qu'ils ne s'étaient pas intéressés avant. Donc ouais, moi ça me questionne clairement ce genre d'études et ce genre de solutions. Par contre, il y a certaines idées qui sont un peu trop présentes à mon goût dans l'espace public et qui dirigent un petit peu le débat médiatique autour de l'écologie. Il y a tout le... ce sont des questions légitimes, mais qui sont hypertrophiées par rapport à plein d'autres questions qui mériteraient d'être posées. Je pense, voilà... Par exemple, la dangerosité du nucléaire, qui est une question importante, mais qui est peut-être marginale par rapport à d'autres sujets. Quand on parle d'émissions de CO2, de réchauffement climatique, il y a un problème qui touche des échelles de temps et beaucoup de populations sur plein de générations. Donc voilà, les OGM notamment aussi, qui occupent énormément d'espace médiatique. Par contre, le fait que ce soit ces deux pôles-là qui monopolisent la parole sur les sujets d'écologie, ça me dérange un petit peu, parce qu'il y a plein d'autres questions à poser sur la manière la plus efficace de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la part de la technologie par rapport au changement d'habitude de consommation des gens, le changement de système économique. Enfin, il y a plein de questions qui sont des questions bouillonnantes, et il y a plein de milieux, il y a plein de sous-domaines de l'écologie politique qui s'y intéressent et qui produisent des idées qui sont très très intéressantes à mon goût. Mais qui ne sont pas encore entendues à une échelle suffisante pour qu'elles soient prises au sérieux. Et puis dans ce genre de débat, on a toujours une seule face de la pièce qu'on va mettre en avant, la dangerosité. Oui. La dangerosité des OGM, la dangerosité du nucléaire. Mais on est sur des systèmes qui sont très complexes, avec plein d'acteurs et de facteurs qui interagissent, et c'est important de comprendre tous les intérêts à plein d'échelles différentes. Du coup, est-ce que ce que tu prônes pas, c'est la mesure, dans quelque sorte, par rapport à mettre en valeur l'urgence ou utiliser la peur, quand tu parles de dangerosité, c'est ça, c'est qu'on va faire appel finalement à des sentiments que tout le monde a. Et est-ce que c'est pas plus efficace de faire appel à ces sentiments-là, souvent très négatifs, plutôt que d'essayer d'informer froidement les gens? Alors, moi, mon but, c'est d'informer froidement les gens. Ça, c'est mon but en tant que scientifique. Après, j'ai un but en tant que citoyen aussi, c'est de faire impliquer des émotions là-dedans. Ça, c'est ce que j'essaie de faire avec ma chaîne, le Sense of Wonder, c'est de mettre de l'émotion au centre. Enfin, c'est littéralement ce que ça veut dire, le Sense of Wonder, c'est le sentiment d'émerveillement, qui est l'émotion que moi je ressens quand je contemple l'univers. Et ça, j'ai envie de le partager. Donc quand tu fais de la vulgarisation, tu fais jamais juste une succession de chiffres et de données froides. Tu essaies de trouver un moyen de rendre ça attrayant pour un public large et de manière très simple, hein, le fait de mettre de la musique, le fait de mettre des illustrations, ça participe au jeu de créer quelque chose d'émotionnel, de créer une expérience émotionnelle de la part du spectateur ou de la spectatrice. Et ça, c'est super important. C'est là que le levier d'action, il est, à mon sens, pour les vulgarisateurs qui cherchent à parler de ces questions-là. Maintenant, être touché dans son cœur, c'est bien, mais si on a les bonnes infos en étant touché dans son cœur, c'est mieux. Et du coup, toi, vu que tu te sens pas assez activiste, pas assez dans le conflit, est-ce que tu veux te rapprocher d'activistes pour créer ou peut-être pour faire des projets ensemble? Oui, ça c'est clairement mon but dans les années à venir, de me rapprocher des milieux activistes. Alors j'y vais un petit peu à reculons parce que à partir du moment où on est affilié à un parti écologiste ou à un mouvement écologiste, on va faire des choix dans nos modes d'action, dans les sujets qu'on va traiter.
Et parfois, ça peut s'apparenter à des guerres de tranchées. Et il y a plein de mouvements écologistes qui parfois militent sur des intérêts qui sont contraires. Et si j'ai envie de m'intégrer dans un parti écolo, j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs. Et j'ai peur de perdre en nuances aussi. Ce qui là est lié à mon parcours de scientifique. En tant que scientifique, j'ai jamais d'avis très tranché sur tout. Dans les milieux militants, c'est moins bien valorisé ce genre de position parce qu'il y a une action à faire ici et maintenant. Mais c'est pas grave. Enfin, je pense que ces endroits-là sont des lieux d'échange et je suis curieux de savoir quelles idées vont émerger de tout ça. Et je suis très très curieux d'échanger avec des milieux activistes. Et du coup, les projets pour toi, est-ce que tu as déjà en tête quelque chose qui s'orienterait plus vers l'urgence climatique ou, disons, le réchauffement climatique en général? Alors oui, tu es bien placé pour le savoir parce qu'on a fait une série ensemble qui s'appelle Géocargo et que je profite de cette discussion pour valoriser un maximum parce que c'est une série qui parle de paléoclimat, donc des climats du passé de la Terre. Et donc on fait face à une espèce de mur en termes de diffusion. Hein. On a produit le pilote avec les merveilleux gens de French Toast, la boîte de prod qui produit Nexus 6. Par contre, on n'a pas encore les financements ou les diffuseurs qui voudraient diffuser ça à grande échelle. Mais pour l'instant, il n'y a que le pilote qui est disponible sur la chaîne YouTube de Science et Vie TV. Voilà. Et en plus, je suis en géologue de l'espace, et donc ça, c'est quand même priceless. Absolument, en archiviste de l'espace. Oui, en archiviste de l'espace, exactement. Ces carottes de glace sont de véritables archives des températures passées de la Terre. Et celle-ci est collector, elle nous vient directement de l'Antarctique. J'ai détecté une vidéo associée aux pièces jointes à cette archive. Souhaites-tu que je la lance? Ah, tu peux faire ça? Ah bah oui, carrément. Et est-ce que tu as d'autres projets? Eh bien, j'ai un projet de livre qui sort bientôt, qui s'appelle Le Cosmos et nous, et qui interroge un petit peu les liens que l'on peut faire à plein d'échelles avec le reste de l'univers, que ce soit des liens chimiques, avec qu'est-ce qu'on partage avec l'ensemble du vivant, et ça nous permet de changer un petit peu le rapport qu'on peut avoir avec le reste des créatures vivantes sur Terre, des liens atomiques avec le reste de l'univers, nos atomes proviennent des conditions ardentes de l'univers primordial et aussi des étoiles dans le ciel, donc ça c'est une leçon que je trouve importante et qui devrait être propulsée un petit peu partout parce que c'est des réalisations profondes. Mais il y a aussi, je parle aussi de est-ce qu'on est seul dans l'univers, et je parle de toutes ces notions d'habitabilité. C'est des questions qui me portent aujourd'hui et qui me permettent de faire un petit peu des transitions sur les questions d'érosion de la biodiversité, notamment. Et je cite à un moment le rapport de l'IPBES qui est sorti en 2018, je crois, qui nous dit que sur les 8 millions d'espèces végétales et animales présentes sur Terre, il y en a 1 million qui sont en voie d'extinction aujourd'hui, qui sont menacés d'extinction aujourd'hui. Moi, c'est un chiffre que... J'ai pas beaucoup de chiffres en tête parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais c'est un chiffre que je ressasse tous les jours dans ma tête. Il y a ça et le 2,7 degrés. Voilà, je réfléchis pas énormément en termes de chiffres tous les jours, mais ces deux chiffres-là, je les ai tout le temps. Et ça me motive à continuer à parler de ces questions-là sur tous les formats que je peux imaginer. Donc ouais, j'aimerais continuer à faire ça dans les années à venir, peut-être sur d'autres bouquins qui parleraient de sciences du système Terre, si je me sens suffisamment légitime pour ça. Alors écrire des livres, est-ce que toi, ça t'apporte un moyen d'action différent? Complètement. Déjà écrire des livres, c'est une écriture très très différente que de l'écriture de vidéos, donc moi ça m'apprend à changer ma manière de voir un récit, de structurer un récit, et puis ça me permet de mettre plus de chiffres, plus d'infos de manière beaucoup plus dense que ce que je pourrais faire dans une vidéo. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas? La question reste ouverte, je vais juste toucher un autre public. Par contre, ce qui est intéressant avec les livres, c'est l'accès que ça donne aux médias traditionnels, parce qu'il y a tout un système évidemment, et mettre des idées sur l'espace public, pour moi, on peut le faire indirectement en étant petit vidéaste dans notre coin et en touchant des centaines de milliers de personnes, ce qui est loin d'être négligeable déjà. Par contre, il n'y a rien qui vaudra le fait d'avoir 5 minutes d'interview chez Touche pas à mon poste pour parler de ces questions-là. Et en fait, ça permet de toucher un public beaucoup plus large et de mettre des idées sur un format très long
et aussi, enfin, les bouquins, ils restent pendant plusieurs années sur les étagères, en fait. Du coup, ça permet de diluer son action sur un temps beaucoup plus long. Ce qu'on peut pas faire vraiment avec la vidéo. Enfin, la vidéo, elle reste dans les casiers de YouTube, mais elle est pas, au bout de quelques mois, elle est plus exactement vue. Enfin, elle est beaucoup moins vue par rapport aux premières semaines après la publication. Donc c'est une autre forme de mise en débat de ces idées-là. Les deux sont complémentaires, à mon sens, mais c'est important de passer par les deux. C'est pas forcément facile de lier divertissement sur ces sujets-là et information. Ouais, exactement, ouais. Est-ce que si un jour on arrive à rire du réchauffement climatique, on pourra peut-être... Ah, je pense qu'on doit rire du réchauffement climatique, hein, c'est important. Il y a des gens qui le font très bien. Les gens de Brut, par exemple, rient très bien du réchauffement climatique. Nous sommes en train de léguer à nos enfants une planète plutôt stylée, avec de très belles autoroutes, du pétrole, qui était quand même bien planqué dans le sol, mais on l'a trouvé, et puis des avions, quand même. Voilà, c'est des trucs qui volent. C'est pas les guépards qui auraient inventé un truc pareil. C'est une autre manière de mettre des idées dans l'espace public. Alors est-ce que la solution, c'est pas le second degré? Attends, c'est quand même... C'est voilà, parfait. juste 2 degrés de plus. Merci Sébastien. Vous pouvez retrouver toutes les références qu'on a données dans cet épisode en description. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et surtout, dites-nous qui est-ce que vous avez envie de voir dans cette chaise à la place de Sébastien la prochaine fois.